Alors bonjour, mon nom c'est Léa Muringos. Je suis répondante à l'aide à la réussite à la formation continue. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite capsule sur l'épreuve uniforme de français, comment bien s'y préparer, ce qu'il faut savoir. C'est fait avec la collaboration de deux professeurs du département euh, de littérature et communication dont vous avez vu les noms passer il y a quelques secondes. Donc, j'utilise cette capsule parce qu'elle est très bien montée et vous allez voir pourquoi. Donc, l'épreuve uniforme de français, c'est un test, en fait, qui est passé à la fin, en général, du DEC pour obtenir vraiment le diplôme d'études collégiales. C'est une épreuve qui est quand même considérée comme un défi pour plusieurs personnes. Pourtant, le taux de réussite en général est assez bon. Donc, je vous montre ça, les taux de réussite. En 2018, sur un nombre de presque 40 000 élèves, on a un taux de réussite de 85 euh, à travers le Québec. Ça tombe un petit peu en 2021, on peut supposer à cause de la pandémie, ça tombe à 84. Le taux de réussite au Cégep de Drummondville spécifiquement est d'environ 80 chaque année. 92 en 2018 et 2019. Ça continue à monter en 2019-2020 à 93,4 un peu plus bas en général à l'hiver, qui c'est 87. On peut spéculer que ce serait à cause de l'année là, qui aurait pu être éprouvante pour certains étudiants. C'est souvent la dernière année avec des cours plus denses. Donc, c'est une des causes possibles. Donc, l'origine de l'épreuve uniforme de français, elle n'existait pas avant 1992. C'est les universités qui se chargeaient d'évaluer le français de leurs nouveaux étudiants lorsqu'ils appliquaient à l'université. Donc, chaque université avait ses propres tests, c'était pas uniforme, on peut considérer pas équitable nécessairement non plus. Ensuite, il y a eu une recommandation pour qu'il y ait vraiment un test standardisé à la fin du cégep plutôt qu'au début de l'université. Donc aujourd'hui, l'épreuve uniforme de français, euh, il y a deux centres de correction. Il y en a un à Québec et un à Montréal. Pour les copies qui échouent, il faut savoir qu'il n'y a jamais seulement une personne qui va déterminer cet échec-là. Il y a plusieurs correcteurs qui vont faire au moins trois corrections. Euh, et les copies sont toujours anonymes, donc votre nom apparaît pas sur votre copie lorsqu'elle est corrigée. La correction également est anonyme, donc le correcteur est protégé aussi. Donc c'est vraiment un processus qui est confidentiel. Quelques conseils pour commencer. 4h30 pour faire un examen, il faut savoir que c'est assez long. C'est sûr que certains d'entre vous ont probablement déjà eu des examens relativement longs, mais il faut quand même s'y préparer. Il faut avoir une collation, une bouteille d'eau, peut-être même deux collations si vous considérez que vous avez souvent faim. C'est important vraiment d'avoir toutes les ressources de son côté pour passer à travers ce genre d'examen, surtout en considérant que il y a souvent plusieurs personnes dans la même salle. On n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit nécessairement de se lever souvent non plus. Donc, d'avoir toutes les choses à sa disposition sur son bureau, ça peut être très gagnant. Donc, en quoi ça consiste l'épreuve uniforme? Il s'agit de rédiger une dissertation critique. Il y en a plusieurs qui le font dans leur cours en préparation, dans leur cours de littérature en préparation justement à ça. Donc, il faut prendre position par rapport à un sujet et soutenir son point de vue à l'aide d'arguments cohérents. Et à l'aide de preuves tirées des textes et des connaissances littéraires. Donc, les preuves, c'est quoi? Souvent, ça va être de relever en fait, ça va pas mal toujours être de relever des procédés d'écriture, donc soit des figures de style ou des procédés d'écriture. Donc, vous avez souvent le choix entre trois sujets. En fait, vous avez le choix entre trois sujets. Il y a au moins un sujet comparatif, donc qui va vous appeler à écrire une dissertation comparative et un sujet simple qui va vous mener à écrire une dissertation critique régulière. Il y a toujours trois genres différents qui sont proposés et au moins un auteur québécois qui est proposé à chaque épreuve uniforme.
Les compétences qui sont visées sont les suivantes. Donc, la capacité de comprendre un ou des textes littéraires. Comprendre, on veut vraiment dire, est-ce que vous êtes capable de les analyser? Est-ce que vous êtes capable d'avoir un point de vue critique sur ces textes-là? Critique, on ne parle pas nécessairement d'être critique comme critiquer quelqu'un. On parle plutôt d'être capable d'analyser un texte, de relever justement les procédés d'écriture et de savoir à quoi ils servent, comment ils ont un impact sur le texte, etc. Donc, il ne va pas s'agir de dire si le texte est bon ou pas, mais plutôt de décortiquer le texte et être en mesure d'en faire une analyse. La capacité d'énoncer un point de vue, ensuite, un point de vue critique, pertinent, cohérent et convaincant sur une problématique. Donc, encore une fois, un point de vue critique, c'est vraiment d'être capable de décortiquer un texte et de dire quelles sont peut-être les intentions de l'auteur, quelles sont les intentions du texte. Et c'est important d'être pertinent là-dedans, cohérent et convaincant sur cette problématique-là. La capacité de rédiger un texte structuré. Par texte structuré, ce qu'on entend, c'est vraiment avec une introduction, un développement et une conclusion, et la capacité d'écrire dans un français correct. Le nombre de mots, c'est un texte de 900 mots. Seuls les textes de 800 mots, de moins de 800 mots sont pénalisés. Donc, à partir de 800 mots, il commence à avoir une pénalité. Il faut vraiment faire attention de ne pas fausser le compte de mots. Donc, ça ne sert à rien d'estimer à la fin sans l'avoir vraiment compté. On recommande vraiment d'essayer de compter le nombre de mots par ligne que vous avez écrit et ensuite de faire une moyenne. Donc, on prend un paragraphe, disons, on compte chaque nombre de mots dans chaque ligne, on regarde quel nombre revient plus souvent. Donc, disons qu'il y a une ligne à 8 mots, une ligne à 10 mots, une autre ligne à 8 mots, une ligne à 7 mots, une autre ligne à 8 mots. On va considérer que la moyenne, c'est 8 mots et après ça, on peut multiplier par le nombre de lignes qu'il y a dans le texte. Donc, c'est correct si c'est un compte approximatif, mais il faut faire attention à ce que ce ne soit pas complètement différent de la longueur du texte qu'on a écrit. Les citations, bien sûr, sont incluses dans le calcul des mots, donc il faut toujours compter ces citations. Les pénalités. De 700 à 800 mots, le maximum de la note finale sera un B au sous-critère 2. De 600 à 699 mots, c'est un maximum de C+, au sous-critères 1, 2 et 3. Moins de 600 mots, la copie est carrément pas corrigée et c'est un échec automatique. Donc, il faut vraiment faire attention d'avoir au moins, on recommande 800 mots. Euh, Puis vraiment, là, de faire à la fin du brouillon que vous aurez écrit ou de la première version du texte que vous avez écrit, de vous assurer que le texte compte au moins 700 mots pour être certain que votre copie sera au moins corrigée. Mais nous, on recommande vraiment 800 mots minimum. Est-ce qu'on pénalise si on dépasse les 900 mots? La consigne dit que le texte doit contenir au moins 900 mots et ne mentionne jamais qu'on doit se restreindre à un nombre maximal de mots. Donc, 800 mots, c'est vraiment un minimum. Il n'y a pas de maximum. Par contre, il faut toujours faire attention parce que plus on écrit de mots, plus on a le potentiel de faire de fautes. Et les fautes vont être corrigées, peu importe le nombre de mots, il n'y a pas de limite. Les correcteurs ne vont pas s'arrêter à 900 mots et arrêter de vous corriger. Donc, on recommande vraiment d'essayer de rester quand même assez synthétique et de synthétiser plutôt quand vous écrivez, si vous savez que vous écrivez beaucoup. Donc, de ne pas vous laisser aller sur le nombre de mots, disons. Donc, comment est-ce qu'on rédige? On rédige à l'encre bleue ou noire. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important d'amener un correcteur, deux au moins. On recommande vraiment d'en amener au moins deux parce que il y a souvent des problèmes avec les correcteurs, malheureusement. Donc, les correcteurs, comme vous le voyez à l'écran ici, là, soit en ruban. En ruban, c'est toujours plus propre, ça sèche plus vite aussi, donc il y a moins de possibilités de faire de dégâts si on veut. Mais c'est sûr que le ruban, des fois, ça peut rester coincé, on peut être surpris, puis que notre correcteur soit terminé sans qu'on l'ait réalisé. Donc, on recommande de toujours en amener au moins deux. On écrit à simple interligne, donc on n'a pas besoin de laisser d'espace entre les lignes. Il n'y a aucun brouillon qui est corrigé. Donc, si vous écrivez ailleurs que dans le cahier final, ce sera malheureusement pas corrigé.
Vous pouvez apporter vos ouvrages, ben, vous devez en fait apporter vos propres ouvrages de référence. Donc, des ouvrages de référence, c'est dictionnaire, dictionnaire Robert, dictionnaire Larousse, multidictionnaire. Vous avez droit aussi au Becherel. Vous pouvez prendre des prêts d'ouvrages de référence à la bibliothèque, exceptionnellement le jour de l'épreuve. C'est certain que le nombre d'ouvrages est limité à la bibliothèque, donc assurez-vous d'arriver à l'avance. Pas d'encre effaçable aussi, c'est très important. L'encre effaçable est très susceptible au changement de température. Donc, il suffit que votre copie soit laissée dans un endroit très chaud ou très froid et l'encre pourrait disparaître. Votre correcteur pourrait ouvrir votre copie et n'avoir rien d'écrit dessus. Donc, on oublie les stylos effaçables et on oublie le correcteur liquide aussi pour les raisons que je vous ai mentionnées plus tôt. Le matériel, les ouvrages de référence permis. Donc, un maximum de 3 ouvrages de référence sur le code linguistique sont permis parmi ceux-ci. Donc, une grammaire, un dictionnaire, on recommande le Robert, et un manuel de conjugaison. Donc, ça peut être le Becherel, comme je l'ai mentionné. Le multidictionnaire et le Robert, vraiment, c'est souvent les meilleurs choix. Donc, si vous avez un Robert, un multi et un Becherel, en général, c'est le trio gagnant. Vous n'avez pas le droit, malheureusement, d'utiliser vos notes personnelles ou des notes de cours. Donc, c'est important d'étudier à l'avance, surtout les courants littéraires. Donc, vous pouvez toujours vous faire une petite liste d'études avec tous les courants littéraires que vous avez vus pendant vos cours de littérature et vous faire une petite séance d'études par rapport à ça. Vous pouvez aussi vous faire une séance d'études sur les figures de style et les procédés d'écriture pour vous assurer de bien les connaître. Vous n'avez malheureusement pas le droit non plus à un dictionnaire électronique, ni à des anthologies ou tout autre ouvrage portant sur la rédaction ou la présentation de textes. Donc, il faut vraiment se limiter à des dictionnaires et à des manuels de conjugaison. Malheureusement, on ne peut pas échanger les dictionnaires pendant l'épreuve uniforme. Ça mène à un échec automatique. Et si on amène un ouvrage de référence qui est non permis aussi, ça mène à un échec automatique. Donc, il faut faire très attention à ça. Autre conseil, on recommande de ne pas faire de brouillon parce que ça prend énormément de temps. Donc, on évite les brouillons. On peut faire un plan assez précis. Donc, vous pouvez simplement vous mettre les sections de votre texte, introduction, développement, conclusion, avec toutes les sous-sections, et écrire avec des phrases assez longues ce que vous prévoyez mettre dans ces sections-là. Comme ça, vous vous sauvez du temps. Vous pouvez également, si vous voulez, écrire une première version à la mine et repasser au stylo, mais ça aussi, ça demande un petit peu plus de temps, donc on recommande pas nécessairement de faire ça. Vraiment, le plus efficace, c'est de faire un plan assez détaillé et de passer tout de suite à votre version au propre, votre version finale. Vous devez rédiger 2 paragraphes de développement. Donc, normalement, votre texte devra avoir 2 idées principales, une idée par paragraphe de développement. On vous conseille aussi de corriger le français au fur et à mesure. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Simplement en identifiant quand on écrit, quand on rédige, en identifiant avec à la mine, si vous voulez, avec soit une petite vague en dessous du mot ou une ligne, les mots dont vous êtes incertain. Ça peut aussi de mettre une petite étoile par-dessus. Donc, d'identifier directement les mots dont vous êtes incertain en les écrivant, puis de prendre un petit moment pour feuilleter votre dictionnaire et corriger ce mot-là. Donc, on vous conseille de corriger vraiment euh, à la fin de chaque phrase, faire une belle correction déjà. Vous assurer que vos verbes sont bien accordés, que vos adjectifs sont bien accordés, que votre phrase est construite avec un sujet et un verbe. Euh, Comme ça va vous sauver du temps à la fin sur votre correction finale. Vous ne partirez pas à partir de rien. Vous aurez déjà fait une bonne correction et vous pourrez attraper surtout les erreurs d'inattention lors de votre dernière correction. Euh, on, on- on recommande aussi de ne pas faire qu'une seule dernière correction, de faire au moins une demi-heure pour la révision du français. Euh,
Une demi-heure, c'est assez conservateur. D'ailleurs, on vous conseille un peu plus que ça si vous en avez le temps. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce n'est pas nécessaire de compter tous les mots, ça serait très long. Donc, utilisez la méthode suivante. Vous faites une moyenne de 15 lignes pleines multipliées par le nombre total de lignes par dissertation. Donc, les lignes pleines, bien sûr, on entend que vous pouvez laisser tomber les phrases, les lignes en fait qui sont pas remplies au complet sur votre feuille. Toutes les réponses aux dissertations sont toujours possibles. Donc, vous pouvez toujours répondre selon le sujet que vous avez choisi de dissertation. Vous pouvez toujours répondre oui, non ou avoir une position nuancée. Il n'y aura pas de sujet qui vous forcera à répondre oui ou non, dans la mesure où chaque sujet peut toujours avoir une réponse oui, une réponse non, une réponse nuancée, et ça va être les bonnes réponses. Donc, si vous avez deux paragraphes de développement et que vous voulez que ce soit nuancé, il faut qu'il y ait un paragraphe qui exprime votre oui et un paragraphe qui exprime votre non. Une réponse nuancée et claire et une synthèse complète, donc c'est-à-dire que la synthèse doit exposer ce vers quoi penche votre position. On vous conseille de toujours vous assurer de synthétiser, de mettre une synthèse de vos propos. Donc, un exemple ici. Les personnages sont plutôt malheureux dans telle œuvre, même si ce n'est pas dans toutes les sphères de leur existence. Donc, l'argument principal 1, AP1, donc on dirait dans leur relation, oui, les personnages sont plutôt malheureux. Et dans l'argument principal 2, AP2, on peut dire que les personnages sont plutôt heureux dans leur vie professionnelle, donc ils ne sont pas malheureux dans leur vie professionnelle. Et après ça, la synthèse qui viendrait comme soit à la fin du deuxième argument principal, ou vous pouvez faire un petit paragraphe séparé si vous le désirez. Ce sont les relations qui perturbent le plus les personnages, donc les personnages sont malheureux même si leur travail est satisfaisant. Donc, si vous décidez de faire une position nuancée, euh, on recommande vraiment de faire une synthèse après vos deux arguments principaux pour vous assurer euh, de faire un texte qui soit clair. Donc, les critères d'évaluation sont les suivants. Le critère 1, compréhension et qualité de l'argumentation. Donc, il faut respecter le sujet de rédaction. On vous recommande de vraiment bien lire les extraits, de bien lire les questions qui sont associées à chaque extrait. Vous pouvez surligner, souligner, manipuler les extraits comme vous le souhaitez. C'est pas ça qui serait regardé par les correcteurs. Donc, si vous avez besoin de souligner certains mots pour mieux comprendre les questions, faites-le, c'est toujours gagnant. Donc, respecter le sujet de rédaction, s'assurer de bien comprendre ce sujet-là, avoir une argumentation de qualité, donc s'assurer de s'appuyer sur des procédés d'écriture, sur des figures de style pour expliciter son propos. Et compréhension et intégration, compréhension des textes et intégration de connaissances littéraires. Les connaissances littéraires, c'est vraiment ce que vous avez appris dans vos cours de littérature au cégep. Donc, ça va être les courants littéraires, les contextes historiques qui entourent les œuvres. C'est pas grave si vous connaissez pas exactement les détails du contexte historique qui entoure les extraits de l'épreuve uniforme, mais vous devez être au moins capable de repérer le courant littéraire et normalement, selon ça, vous devriez être capable d'ajouter certaines informations. Donc, disons, si on a un texte qui est écrit par Gaston Miron, on va dire que ça fait partie du courant identitaire, du courant nationaliste, d'écriture nationaliste, et on va être capable de parler du mouvement d'indépendance québécois, etc. Donc, voilà. Ensuite, deuxième critère d'évaluation, c'est la structure du texte de l'élève. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une introduction, une conclusion et un développement. C'est les trois parties les plus importantes qui sont évaluées. Donc, assurez-vous d'avoir une introduction, un développement et une conclusion. C'est la base. Troisième critère, maîtrise de la langue.
Donc, bien sûr, le vocabulaire, on veut un vocabulaire juste et approprié. Ça ne veut pas dire de faire d'avoir un vocabulaire très complexe, scientifique ou très, très littéraire. On veut juste que vous utilisiez les mots justes, les mots appropriés et que vous variez votre vocabulaire. Donc, essayez de varier les verbes pour pas toujours avoir des verbes être, avoir. Essayez de trouver des synonymes aussi pour un mot que vous utilisez souvent. Vous pouvez utiliser votre dictionnaire pour faire ça d'ailleurs. Bien sûr, il y a la syntaxe et la ponctuation aussi qui sont importantes. Syntaxe, on s'assure de toujours avoir sujet, verbe au moins, toujours, et un complément si on peut. Mais vraiment vous assurer que dans chaque phrase, vous avez votre sujet et votre verbe. Et la ponctuation, toujours très important. S'assurer que les virgules sont mis au bon endroit, sont mises au bon endroit, que vos points finaux sont présents, que vos guillemets aussi pour vos citations soient toujours présents. C'est très important de mettre les guillemets. Et aussi, si vous le pouvez, si ça fonctionne dans votre construction de phrase, de mettre un deux points avant vos citations. L'orthographe d'usage et l'orthographe grammaticale, bien sûr, aussi très importante. Assurez-vous de bien corriger vos mots, surtout les mots dont vous n'êtes pas certain. C'est normal qu'on ne soit pas certain sur l'orthographe des mots. Même si on est des experts du français, on doit toujours se référer à un dictionnaire dans la vie. Donc, assurez-vous d'identifier les mots dont vous êtes moins certain et de bien les corriger. Donc, quel critère parmi ceux que je vous ai présentés euh, a le taux d'échec le plus élevé? C'est la maîtrise de la langue, bien sûr. Euh, c'est ce qui est le plus difficile pour la majorité des gens. Euh, et bien sûr, il faut avoir une note supérieure ou égale à C, qui est l'équivalent d'un suffisant, euh, pour chaque critère. Donc, pour la langue, c'est un peu plus difficile parce qu'on a un maximum. Il faut faire maximum une faute par 30 mots. Donc ça, c'est pas une énorme marge de manœuvre. Il faut faire très attention à ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut se réserver beaucoup de temps pour corriger à l'épreuve uniforme, au moins 30 minutes, 1 heure si vous êtes capable, et de se corriger en écrivant aussi pour sauver du temps. Il faut vraiment miser sur la correction énormément parce que c'est ce qui peut vraiment nous sauver. Donc, la majorité des échecs ont lieu avec le critère 3, maîtrise de la langue, parce qu'on dépasse le maximum d'une faute aux 30 mots. Et vous devez bien sûr réussir tous les critères que je vous ai présentés. Donc, il faut avoir une note supérieure à C, égale ou supérieure à C pour tous les critères, pour passer l'épreuve uniforme. Donc, le respect du sujet de rédaction, comme je l'ai dit un peu plus tôt, essayez de cerner les mots-clés de la question que vous avez choisie, les chercher dans un dictionnaire pour en connaître tous les sens. Ça peut vraiment vous aider à développer tout simplement votre plan et votre argumentation, de connaître tous les sens parce que ça vous donne un petit peu plus d'inspiration, disons. Donc, c'est une très bonne idée de chercher les mots-clés dans le dictionnaire, de les identifier surtout. Euh, Est-ce que vous avez compris la question aussi? C'est une bonne question à se poser. Il ne faut pas chercher trop loin. Les questions de l'épreuve uniforme ne sont pas faites pour piéger les étudiants. Elles sont faites pour être claires parce que l'ambiguïté, ça peut causer des problèmes pour les correcteurs aussi. Donc, si vous trouvez que la question est trop simple, que vous commencez à vous poser des questions, ben, est-ce que je comprends mal la question parce qu'elle est simple? La réponse, c'est non. Vous avez compris la question, elle est censée être simple. Donc, allez pas chercher trop loin. Si vous trouvez qu'elle est trop simple et que vous manquez d'inspiration, c'est là que vous pouvez aller dans le dictionnaire pour décortiquer les mots et aller chercher plus de sens, plus de possibilités là, pour votre argumentation. Les éléments essentiels ou équivalents de la question doivent apparaître dans votre texte. Donc, quand vous rédigez votre dissertation, c'est vraiment important de vous assurer de reprendre les éléments essentiels de la question. Donc, les mots-clés que vous allez trouver dans la question, vous avez le droit de les utiliser. C'est là aussi où les synonymes commencent à être pertinents. euh, Parce qu'on peut varier puis pas toujours avoir le même vocabulaire, mais c'est important qu'on retrouve les éléments de la question dans votre dissertation pour que vraiment le correcteur voit le lien là, entre votre argumentation et la question.
Est-ce que aussi, une bonne question à vous poser par rapport à ça, c'est est-ce que vous répondez à toute la question sans vous en écarter? S'en écarter, ça veut dire quoi? Si on parle, disons, du bonheur des personnages, comme on a vu dans l'extrait précédent, euh, par rapport au travail, par rapport à leur relation avec les autres personnages, ça, c'est approprié. Si on se met à parler, disons, euh, j'essaie de trouver un exemple. Si on essaie de commencer à parler, disons, de la loyauté des personnages. Puis on se met à parler, disons, il y a un personnage qui a menti à un autre personnage, etc. Qu'on se met un peu à aller dans la dimension morale. Donc, est-ce que c'est correct que ce personnage-là ait menti? Est-ce que c'est correct que l'autre? Là, on commence à s'écarter de la question, même si c'est sûr que si un personnage ment à un autre personnage, ça peut affecter le bonheur de ce personnage-là. Donc, il faut vraiment faire attention de rester très, très serré et garder en vue les éléments essentiels. Donc, si on parle de bonheur, puis qu'on veut mentionner qu'un personnage a menti et que ça a affecté son bonheur, il faut toujours revenir au fait que le bonheur a été, euh, disons, compromis. Dans cette situation-là et pas commencer à développer comment le personnage a menti, pourquoi c'était correct, pourquoi c'était pas correct. Euh, c'est pas ça qui est important, disons. Donc, prendre position par rapport à la question, c'est vraiment important. C'est une des premières choses que vous devez faire, en fait, quand vous choisissez votre extrait et votre question. En lisant votre extrait, en lisant la question, commencez à se demander, est-ce que je trouve que la réponse est oui? Est-ce que je trouve que la réponse est non? Ou est-ce que je trouve que la réponse est nuancée? Donc, que ce serait oui et non à la fois. Il faut prendre cette position-là pour vraiment commencer à écrire son texte. Et il faut bien sûr soutenir le même point de vue tout au long du texte. Donc, si vous avez choisi oui, il faut toujours être dans le oui. Si vous avez choisi non, il faut toujours être dans le non. Là où il y a une exception, disons, c'est quand vous êtes dans le oui et le non, donc la position nuancée. Là, c'est sûr que peut-être que euh, votre, la position va changer un petit peu. Par contre, essayez de garder le même point de vue. Donc, essayez de rester collé sur votre question, sur les éléments essentiels de la question et vous assurer de bien répondre à la question. Donc, une bonne question à se poser ici, ce serait, est-ce que votre point de vue est toujours clair? Même s'il est dans la nuance, est-ce que au moins, quand c'est le oui, votre paragraphe sur le oui, disons, est-ce que c'est clair comme point de vue? Quand c'est le paragraphe sur le non, est-ce que c'est clair comme point de vue? Et bien sûr, avec la synthèse, est-ce qu'on peut clarifier des choses par la synthèse? Si la réponse est oui, peut-être que ce serait intéressant d'aller clarifier chaque paragraphe également pour que vraiment la synthèse vienne soutenir votre point de vue plus que l'arranger ou le régler ou etc. Donc, quelques exemples de points de vue. Si on a une question comme est-il vrai de dire que dans le texte L'empreinte de l'ange de Nancy Houston, les personnages sont victimes des événements? Quels sont les mots-clés ici? Euh, les personnages, bien sûr. Victime en est un très, très important. J'irai tout de suite souligner ce mot-là et j'irai regarder dans le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire être victime de quelque chose, être victime d'un événement. Événement aussi est un autre mot important. Donc ici, est-ce qu'on dit victime d'un autre personnage? Pas nécessairement. On parle plus des événements qui sont survenus dans le livre. Ça pourrait être victime d'un autre personnage, mais c'est plus large que ça aussi. Donc, on pourrait avoir un paragraphe où on parle des personnages qui sont victimes d'autres personnages et un autre paragraphe où les personnages sont victimes d'événements plus généraux. Euh, Ça, c'est pour le oui, disons. Pour le non, on pourrait avoir un paragraphe qui dit non, les personnages ne sont pas victimes des événements. Puis on pourrait avoir un autre paragraphe où on parle du fait que les personnages ne sont pas victimes de d'autres personnages dans le texte. Donc oui, les personnages sont victimes des événements, ça ce serait votre position, à d'ailleurs énoncer dans votre introduction comme sujet posé. Donc oui, les personnages sont victimes des événements, donc là on est totalement d'accord dans la position. Non, les personnages ne sont pas victimes des événements, ils en sont responsables. Là, on est totalement en désaccord. C'est sûr que quand on est en désaccord avec la question qui est posée, c'est important d'amener un peu une précision de pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord avec ça. Donc ici, on vient rajouter la précision de les personnages sont responsables des événements. Ensuite, une position nuancée.
Donc, l'un est victime des événements, l'autre ne l'est pas, ou ils sont en partie victimes des événements. Donc, parfois, ils sont victimes dans ces événements-là, mais ils ont quand même soit une responsabilité par rapport à cet événement-là ou ces événements-là, euh, ou ils arrivent, disons, à régler un peu leur sort, puis disons, avoir une certaine agentivité, une certaine euh, prise de position, disons, là-dedans. Donc, la qualité de l'argumentation. Il faut que l'argument soit clairement énoncé au début de chaque paragraphe par une phrase très simple, ça n'a pas besoin d'être compliqué, en incluant bien sûr un organisateur textuel. Donc, premièrement, on est toujours un bon. Pour commencer, on est un bon aussi. Si vous avez des listes d'organisateurs textuels et de marqueurs de relations que vous pouvez étudier rapidement avant l'épreuve uniforme, ça aussi, ça peut être une bonne idée. Il faut bien sûr que vos arguments soient liés au sujet de rédaction. C'est pour ça que faire un plan avant de commencer à rédiger, ça peut être très gagnant parce que on va le voir tout de suite en rédigeant son plan si on répond bien à la question. Donc, je vous recommanderais de, sur une feuille brouillon, écrire votre question, la réécrire complètement, faire votre plan et en développant le plan, en révisant le plan, vraiment vous référer à la question pour être sûr que les arguments sont liés au sujet de rédaction. Donc, les preuves, ça va être les citations. On peut aussi résumer à la place de mettre une citation si on veut. Ça peut être le champ lexical aussi. Donc, ces preuves-là, ils doivent absolument suivre les arguments et ils doivent être liés aux arguments aussi. On doit faire attention aussi à ce que les citations ne soient pas trop longues. C'est assez important. Ensuite, les explications qui vont suivre vos citations. Ces explications-là doivent euh, comprendre des figures de style ou des procédés d'écriture. Il faut aller plus loin que ce que dit la citation. On ne peut pas tout simplement répéter ce que la citation dit en d'autres mots. Il faut vraiment l'interpréter. Donc, la question qu'on va souvent dire aux étudiants de se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour le texte? Qu'est-ce que ça veut dire pour le lecteur? Qu'est-ce que ça veut dire pour le personnage? On peut aussi se poser la question de qu'est-ce que ça fait pour le texte? Qu'est-ce que ça fait pour le personnage? Qu'est-ce que ça fait pour le lecteur? C'est quoi l'effet? Donc, quel est l'effet de cette citation-là, de ce procédé ou cette figure de style-là sur le texte, sur le lecteur, sur les personnages? Donc, il ne faut pas paraphraser, il ne faut pas résumer lorsqu'on est dans l'explication. C'est très important. Donc, voici un peu plus en forme de plan comment l'idée principale se déploie. Donc, vraiment, vous allez avoir votre idée principale. Donc, c'est juste une phrase, un concept pour résumer votre idée ou votre argument principal. Idée et argument ici sont interchangeables, donc c'est la même chose. Donc, vous allez vous allez énoncer votre idée principale pour commencer votre paragraphe de développement. Vous allez ensuite mettre une idée secondaire, donc une phrase, un concept. On peut l'imaginer sous forme d'arbre. Donc, disons, vous avez votre argument ou votre idée principale. Normalement, votre argument, idée principale devrait pouvoir se diviser en deux. Donc, aura deux branches comme un arbre. Si, disons, est-ce que c'est les personnages sont heureux? Euh, Normalement, vous pourriez dire oui, ils sont heureux dans leur relation et ils sont heureux dans leur vie professionnelle. Donc, idée secondaire 1 serait dans leur relation et idée secondaire 2 serait dans leur vie professionnelle. Donc, vous énumérez vous énoncez, pardon, votre idée secondaire 1. Ensuite, vous mettez une preuve, donc la citation. C'est environ 4 lignes, on dirait. Euh, Donc, soit vous pouvez la mettre sous forme de citation de guillemets, ou vous pouvez résumer. Si c'est un événement qui se déroule sur quelques pages, vous pouvez juste le résumer. Ensuite, vous devez mettre votre explication. Donc, ça, c'est environ 4 phrases. C'est la partie la plus importante de votre paragraphe de développement. Il faut vraiment être capable d'expliquer comment est-ce que votre citation, la figure de style ou le procédé d'écriture que vous avez trouvé, comment est-ce que c'est lié à votre idée secondaire, comment est-ce que c'est lié à votre argument principal, à votre idée principale. À la fin de votre paragraphe de développement, vous mettez une mini-conclusion.
C'est seulement un rappel de votre idée principale, de l'idée secondaire 1 et de l'idée secondaire 2. Et ensuite, une transition. Ça va seulement être à la fin de votre premier paragraphe de développement. Une transition vers votre deuxième paragraphe, c'est une phrase. Donc, c'est vraiment pour assurer qu'il y ait une fluidité dans votre texte. Et ça n'a pas besoin d'être sorcier. Ça peut vraiment être en plus disons, on reformule votre argument. En plus de cet argument-là, il y a aussi un autre argument qui est intéressant. C'est peut-être pas la meilleure façon de le formuler parce que je le fais à l'oral. J'ai pas le temps de me corriger, mais c'est un exemple de quel genre de transition on peut faire. La qualité de l'argumentation. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, il faut vraiment rester collé au texte. Le texte, c'est vraiment un peu la boîte dans laquelle on se trouve à l'épreuve uniforme de français. Il faut rester dans cette boîte-là. Il ne faut pas essayer d'en sortir. Euh, donc, rester collé au texte. On évite les généralités, on évite un peu les leçons de vie, les opinions personnelles. Moi, je trouve que le personnage a bien agi. Moi, je trouve que le personnage a mal agi. On ne met pas ce genre de d'énoncé dans le texte. On évite aussi les généralités, comme par exemple, il est normal qu'un personnage agisse de cette façon-là lorsqu'il est défavorisé. On n'a pas besoin d'aller dans les généralités comme ça. On fait juste rester collé au texte. On trouve nos argumentations, nos arguments directement dans le texte et on s'en tient à ça. Donc, euh, c'est des généralités qui n'aident pas en fait au développement concret de la dissertation. On essaie d'éviter, comme je t'ai dit, les points de vue ou les anecdotes personnelles. Un exemple aussi que je pourrais vous donner par rapport au point de vue, dans une dissertation, disons, où on parle d'une relation entre une mère et son enfant, lorsqu'on analyse leur relation, disons, pour dire si c'est une relation qui est positive ou négative, on évite de dire des choses comme une mère devrait aimer son enfant, une mère devrait agir de telle façon face à son enfant. Euh, donc, c'est des choses qui n'aident pas l'argumentation du texte. On peut trouver ces exemples-là directement dans le texte. Débutez vos explications en isolant un procédé d'écriture présent dans votre preuve. Expliquez en quoi ce procédé met en valeur votre propos. Ça, c'est quelque chose que vous commencez à faire dans votre plan avant la rédaction. Lorsque vous choisissez vos citations, assurez-vous de choisir des citations où vous voyez déjà vos procédés d'écriture, où vous êtes capable déjà de les repérer, de les identifier dans votre plan. Comme ça, vous faites développer votre argumentation en fonction de ça et vraiment être capable de mettre en valeur votre propos, comme on dit. Donc, exemple d'explication moins réussie. La question ici, ce serait, est-il juste d'affirmer que dans l'extrait du souffle de l'harmattan et dans l'extrait de la vie devant soi, les narrateurs vivent leur situation d'orphelin de la même façon? Ça, c'est une question qui a été posée à une épreuve uniforme en 2009. Et là, vous le voyez tout de suite dans la question, c'est une question qui appelle à faire une dissertation comparative. Donc, voyons voir ce que l'explication est. Croyez-moi, il m'est déjà arrivé de me faire mentir en pleine face, et le cas semblable de Momo et de Hugues représente bien ce que l'on ressent. Donc, c'est un peu un exemple, comme je vous ai donné tantôt, où on s'insère vraiment dans la dissertation, on donne son opinion personnelle, on parle d'une anecdote personnelle, ça n'a pas sa place dans une dissertation à l'épreuve uniforme. Donc, on évite complètement de faire ce genre de choses-là. Ensuite, pour la compréhension des textes et intégration de connaissances littéraires formelles, qui est un de nos critères aussi à l'épreuve uniforme, ça consiste en bien interpréter les textes, donc sans tenir à l'extrait, pas de commentaires personnels ou de jugements comme on vient de le voir. Si vous ne dites pas de bêtises, donc, ce sont des points qui sont faciles à obtenir. Faire ressortir au moins deux procédés d'écriture. Donc, une figure de style, un champ lexical, un autre procédé d'écriture. C'est deux pour tout le texte. Donc, vous pouvez en mettre un par paragraphe si vous voulez de développement. Mais par contre, si vous n'incluez pas un procédé d'écriture dans l'une de vos explications, il faut quand même que votre explication soit pertinente et qu'elle n'ait pas de commentaires personnels ou de jugement. Donc, à vous de voir comment vous voulez faire ça. Euh,
Si vraiment vous trouvez que c'est plus facile pour vous de faire des explications qui ont des procédés d'écriture, il n'y a pas de maximum de procédés d'écriture à avoir. Vous pouvez vraiment en avoir quatre si vous voulez, donc deux par sous-argument, deux par idée secondaire. Sous-argument et idée secondaire sont la même chose. Donc, vous pouvez en avoir quatre si vous voulez. Donc, il n'y a pas de maximum de procédés d'écriture. Et en mettant plus, si vous êtes un peu incertain, disons, de certains procédés d'écriture, vous n'êtes pas sûr de l'avoir bien identifié, mais si vous en avez mis quatre, vous avez plus de chances d'en avoir deux qui seront justes. Mieux vaut un bon procédé d'écriture qu'un bon et un mauvais ou deux pas pires. Donc, assurez-vous vraiment que vous êtes assez confiant de vos procédés d'écriture, là. Ne pas seulement nommer les procédés, bien les expliquer et bien expliquer aussi comment ils appuient votre idée développée. Donc, on cherche à aller plus loin que seulement relever le procédé. Il faut expliquer en quoi ils servent au texte, pourquoi est-ce qu'ils sont là, euh, pourquoi est-ce que ça nous aide à comprendre aussi qu'est-ce que vous essayez de dire. Donc, ce n'est pas la quantité, mais la qualité des éléments relevés qui compte. La stratégie que je vous ai donnée d'en mettre quatre, si vous êtes incertain de vos explications, ce n'est pas nécessairement une stratégie de quantité, c'est plus une stratégie en fait, vous restez dans votre zone de confort. C'est certain que si vous en mettez quatre, il faut quand même avoir un certain degré de confiance par rapport aux éléments que vous relevez. Si vous préférez à la place y aller avec un autre type d'explication, qui n'a pas de procédé d'écriture, c'est possible aussi. Vous pouvez parler des personnages, vous pouvez parler de l'auteur, vous pouvez parler du courant littéraire. Il y a beaucoup de choses dont vous pouvez parler dans vos explications, outre que les procédés d'écriture, mais assurez au moins deux et deux qui sont bien forts et dont vous êtes confiant et que vous êtes certain d'avoir bien relevé. Intégration des connaissances littéraires générales, donc référence à un autre auteur, une autre œuvre, surtout dans la conclusion, avec votre ouverture, c'est toujours une très bonne idée. Il faut faire un lien avec le courant littéraire, ça, ce serait dans l'introduction. Il faut nommer le courant littéraire dans votre sujet amené. C'est là où on dit que c'est mieux de le faire. Et bien sûr, vous pouvez le faire à d'autres moments dans votre texte aussi. Connaissances culturelles ou socio-historiques, là, on parle vraiment de l'époque à laquelle le texte a été écrit. Le contexte, donc, comme je disais tantôt, avec, disons, les référendums ou la montée du nationalisme québécois, si on a un texte de Gaston Miron, disons. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être placé dans le sujet amené ou dans l'ouverture, ces informations-là. Si elles sont placées dans le développement, elles doivent servir à l'argumentation, comme je l'ai dit tantôt. Donc, elles doivent être dans votre explication pour soutenir vos arguments. Encore une fois, ce n'est pas le nombre de connaissances littéraires qui compte, mais la qualité. Donc, assurez-vous d'avoir les bonnes informations. Ça peut vous aider aussi à choisir votre extrait. Il y en a probablement un des trois là, parmi les choix que vous avez de questions où vous allez vraiment, ça va vous sauter aux yeux et vous pourrez choisir celui-là. Aussi, ne pas copier les définitions du dictionnaire, c'est très important. Euh, il faut vraiment se les approprier, les reformuler, euh, les utiliser là, de façon appropriée sans les copier. La structure de l'introduction. Donc, c'est composé de trois parties, notre introduction à la dissertation critique. Donc, on a le sujet amené, le sujet posé et le sujet divisé. Donc, le sujet amené a un lien clair avec le sujet posé. Encore une fois, on va parler de l'auteur, on va parler du livre qui a été écrit, qui est le sujet de la question. On peut parler du contexte socio-historique, du courant littéraire. Donc, ça, c'est les informations qu'on peut mettre dans notre sujet amené. Donc, c'est un bon endroit pour placer une connaissance littéraire générale, soit le courant littéraire, le contexte socio-historique, etc. Le sujet posé, on reprend la question et on donne sa position. Reprendre la question, ce n'est pas de la reformuler avec le point d'interrogation. On essaie vraiment, en fait, de faire un mélange des deux, donc de formuler notre question sous forme de réponse avec la position. Donc, si notre question c'est est-ce que les personnages dans La vie devant soi sont heureux? Notre sujet posé, ce serait
il est possible de dire que les personnages dans la vie de devant soi sont heureux. Donc là, on a vraiment notre question qui a été reprise et reformulée avec notre position. Donc là, la position, ce serait oui, ils sont heureux, mais je l'ai mis dans une belle phrase. Il est possible de dire que les personnages dans La vie devant soi de Romain Gary sont heureux. Et ensuite, là, on a le sujet divisé qui est la dernière partie de l'introduction. C'est vraiment, on annonce les parties de notre développement tout simplement. Donc, on fait une belle phrase avec notre premier argument en fait, nos deux arguments, nos deux paragraphes de développement. Donc, disons, si c'est pour Romain Gary, La vie devant soi, on pourrait dire les personnages sont heureux parce qu'ils ont des belles relations entre eux et parce qu'ils, euh, disons, réussissent à se divertir. Là, c'est vraiment pas des très bons arguments, mais c'est un exemple de sujet divisé. Donc, encore une fois, argument, idée principale, c'est la même chose. Donc, un argument équivaut à une idée principale. La structure de la conclusion, quant à elle, elle aussi est divisée en trois parties. Donc, il y a la réponse, la synthèse et l'ouverture. Donc, la réponse, c'est encore une fois notre question reformulée sous forme de position. Donc, rappel du sujet de la question et prise de position claire. Donc, faites juste rappeler qu'est-ce que vous aviez choisi comme position. La synthèse, c'est rappel de vos arguments. Donc, vous allez reformuler vos arguments avec les sujets, les idées secondaires, pardon. Donc, ici, vous voyez pour une dissertation sur Ticoc, bien que les réactions de Joseph et de Ticoc diffèrent sur les plans des responsabilités, puisque l'un se laisse aller tandis que l'autre se prend en main, ils agissent plutôt de la même façon dans des moments difficiles. En effet, ils ont tous deux un comportement agressif et ils consomment de l'alcool pour fuir leurs problèmes. Donc, ceci est un exemple, pardon, de synthèse qui résume les arguments du développement et une ouverture. Donc, on élargit le sujet, pardon. On peut faire un lien avec une autre œuvre. Souvent, c'est ça qui va être le plus facile et le plus accessible. Donc, si on a une œuvre qu'on a lue récemment qui nous fait penser à l'œuvre qu'on est en train d'analyser, une œuvre qu'on a lue dans un cours de littérature sur laquelle on a déjà fait une analyse ou qu'on a survolé, disons. Ça peut être aussi avec un autre auteur, un autre courant, ça peut être avec un phénomène d'actualité. Mais ça doit toujours être sous forme d'une phrase déclarative, donc une phrase avec un point. Il ne faut pas que ce soit une question, l'ouverture. Donc l'ouverture, c'est un autre bon endroit pour placer une connaissance littéraire générale. Donc la structure du développement, les plans possibles, les types de dissertation qu'on peut faire. Donc, démonstratif, donc deux ou trois arguments qui vont dans le même sens. Vous avez le droit de faire un troisième argument à l'épreuve uniforme si vous voulez. Donc, un troisième paragraphe de développement. Surtout pour ceux qui trouvent que leurs paragraphes de développement ont tendance à être très courts et qui ont peur de manquer de mots. Trois arguments, ça peut être une bonne solution. C'est souvent le plus facile, le plan démonstratif. C'est ce qu'on a vu pas mal le plus souvent dans les cours de littérature euh, au cégep. La position nuancée, donc le pour et le contre peuvent être équivalents. Si vous n'êtes pas capable de dire, disons dans La vie devant soi de Romain Gary, j'ai de la difficulté à dire si les personnages sont heureux ou non. Je pourrais pas répondre oui complètement et je pourrais pas répondre non complètement. Ben là, vous pouvez dire que oui, ils sont heureux à certains niveaux et à d'autres, ils ne le sont pas. Il y a la dialectique, donc ça c'est thèse, antithèse, synthèse. C'est souvent la forme d'argumentation qui est la plus utilisée en philosophie, donc dans les dissertations de philosophie. Donc on a une thèse, une antithèse et une synthèse. Donc la thèse vient vraiment énoncer un argument. L'antithèse va venir donner un point de vue qui va entrer peut-être en friction avec la thèse et la synthèse où on résout un peu cette tension-là entre les deux. Donc, il est important de se rappeler qu'un paragraphe égale une idée, donc un argument. Argument, encore une fois, idée, c'est la même chose. Donc,
mais c'est important de savoir que un paragraphe, on parle de une idée. C'est correct si cette idée se sépare en deux pour faire les sous-arguments, les idées secondaires, mais c'est important que le paragraphe parle euh, une chose assez générale. Enchaînement des idées, c'est aussi une autre chose assez importante dans la dissertation. Il faut bien enchaîner les paragraphes entre eux. Donc, des organisateurs textuels, c'est toujours important, premièrement. Deuxièmement, pour conclure, euh, des marqueurs de relation aussi, ça peut être très, très gagnant. Donc, de plus bref, en effet, d'une part. Euh, Vous assurez de bien utiliser les marqueurs de relation selon leur sens aussi. Donc, en effet, ça vient justifier ce qu'on dit. D'une part, ça vient séparer deux idées, d'une part et d'autre part. Des marqueurs d'addition, donc de plus, en outre aussi également. Ça, c'est vraiment pour ajouter une idée. D'opposition, donc par contre, cependant, toutefois, ça veut dire qu'on vient ajouter une nuance qui s'oppose à ce qu'on vient de dire. Et des marqueurs de conclusion, donc bref, donc ainsi en conclusion. Donc bien utiliser ces marqueurs-là de la bonne façon, ça peut vraiment mener à un texte très fluide où les idées s'enchaînent de façon appropriée. Pas d'abus non plus pour ces organisateurs textuels ou marqueurs de relation. Vous n'avez pas besoin d'en avoir à chaque phrase. Juste vous assurer d'en avoir un au début du paragraphe, de vos paragraphes plutôt. C'est vraiment le minimum. Après ça, vous pouvez en ajouter vraiment quand vous trouvez que vos phrases sont un peu peut-être saccadées, qu'elles se suivent un petit peu difficilement. Pour la précision et la variété du vocabulaire, c'est une évaluation qui est qualitative, donc pas quantitative nécessairement. Ça veut dire qu'on va plus regarder le texte en général. Donc, on évite le je, tu, nous et vous. On essaie vraiment de prioriser une écriture qui est plus neutre. Donc, à la place de dire je trouve que les personnages de la vie devant soi sont heureux, on dirait plutôt il est possible de dire que les personnages de la vie devant soi sont heureux. Donc, y aller avec le il impersonnel, le il impersonnel, c'est vraiment une bonne solution pour éviter le je, tu, nous, vous. On évite aussi les mots familiers. Donc, l'auteur est super créatif. On essaie d'utiliser le comme aussi d'une façon littéraire et non comme on l'utilise à l'oral. Donc, éviter les choses dans l'ordre du euh, c'est drôle, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête tout de suite, mais les comme genre qu'on utilise beaucoup à l'oral. Pas de vulgarité non plus. On essaie de pas dégrader nos personnages, de ne pas les insulter ou leur donner un jugement. Donc, de dire qu'un personnage s'en fout, on peut peut-être formuler ça en disant le personnage ne semble pas porter attention à cette dimension. Évitez les mots passe-partout, donc chose, affaire, quelque chose, personne. Essayez vraiment, quand vous êtes rendu à écrire le mot quelque chose ou chose, essayez de vous demander qu'est-ce que j'essaie de dire ici. Parce que je manque de précision, là. Si ma phrase est, on dit cette chose, quelque chose, euh, essayez vraiment d'aller chercher l'origine du, qui se cache derrière le mot chose ou quelque chose. Souvent, on peut le trouver avec un petit peu de réflexion. Ne pas nommer les auteurs par leur prénom, ça c'est vraiment important aussi. Les auteurs, c'est des gens qui ont mis beaucoup de travail pour écrire. C'est souvent des gens, pas toujours, et c'est pas une nécessité non plus, mais c'est des gens qui viennent du milieu universitaire parfois, qui ont des diplômes. Euh, Même s'ils en ont pas, c'est des gens qui méritent notre respect. Et donc, on les appelle toujours par soit leur nom complet ou leur nom de famille, mais jamais leur prénom. Attention aux anglicismes et aux mauvais emplois aussi. À la place de dire mettre l'accent sur, à la place de dire mettre l'emphase sur, pardon, on dira mettre l'accent sur. À la place de face à, on dirait en ce qui concerne, envers, devant, relativement à.
On essaie de trouver l'usage juste pour le remplacer. Chercher des synonymes, je vous l'ai mentionné précédemment, lorsqu'un mot revient souvent, mais il faut vraiment faire attention que le synonyme est bon et qu'il conserve le sens du mot qu'on cherche à remplacer. Il faut aussi s'assurer que ça garde le même niveau de langue. Donc, exemple de synonyme pour parler de l'auteur, on peut dire que c'est un écrivain, on peut dire que c'est un dramaturge s'il écrit du théâtre ou un poète s'il écrit de la poésie. Des exemples de synonymes pour introduire des citations. À la place de citation, on peut dire extrait, passage, phrase. Lorsque c'est au théâtre, on peut dire réplique, dialogue, monologue, didascalie. Et en poésie, on peut dire vers, alexandrin, strophe, etc. Répéter un mot vaut mieux que de dire n'importe quoi. Euh, donc, il faut mieux utiliser le petit Robert qu'un dictionnaire de synonymes. Donc, si vous n'êtes pas sûr que le synonyme que vous venez de trouver dans le petit Robert convient, utilisez le mot original à la place. Parce que vous pourriez perdre des points au niveau du vocabulaire si le synonyme que vous utilisez n'est pas juste. La syntaxe. C'est un point par faute pour la syntaxe. Les pronoms, ils doivent tous avoir un antécédent et l'antécédent doit être dans la phrase précédente, la phrase que vous utilisez. Donc, si, disons, on parle de l'autrice et qu'on utilise par la suite, dans la phrase suivante, on réfère à l'autrice par elle, ça fonctionne. Si on continue à dire elle, pendant tout le paragraphe et que le mot autrice se trouve au début du paragraphe et qu'en plus, peut-être, on parle d'un personnage féminin, on ne saura plus à quelle elle euh, les L font référence à qui, en fait. Donc, assurez-vous vraiment d'être clair si vous voyez que vos pronoms commencent à être un peu euh, éloignés de votre mot d'origine. Remettez l'autrice, disons, pour l'exemple que je vous ai donné, euh, remplacez un des L par l'autrice ou le personnage, disons. Ne pas commencer un paragraphe par un pronom. Il faut toujours que le pronom remplace un mot qui a été mentionné tout de suite avant et ça peut pas être dans un paragraphe différent. Vérifier la préposition employée avec chaque verbe. S'il y a lieu, les verbes n'utilisent pas tous les mêmes prépositions, donc assurez-vous de bien vérifier ça. Toujours mettre l'adverbe ne avec le pas. Il est obligatoire, même si à l'oral, on ne le met pas tout le temps. Ne pas utiliser un déterminant possessif devant un nom complété par une subordonnée relative. Exemple, il ne peut pas tenir les promesses qu'il a faites. Euh, Ça, un bon truc pour ce genre de faute-là, c'est de le lire à voix haute parce que à l'oral, on ne dit pas il ne peut pas tenir ses promesses qu'il a faites. On ne le dira pas de cette façon-là. Donc, le lire à voix haute, ça peut souvent être un bon truc. Donc, jamais de pronom, déterminant, pardon, possessif dans ces situations-là. Il faut introduire les citations avec une phrase complète. Donc, assurez-vous avant votre 2 points que votre phrase est bien complète. On ne peut pas juste, par exemple, ça c'est le meilleur exemple avec le par exemple, lorsque vous êtes sur le point d'introduire une citation, vous ne pouvez pas faire point, par exemple, 2 points et mettre votre citation. Il faut vraiment que vous ayez une phrase complète. Donc, on pourrait dire à la place point. Par exemple, dans l'extrait suivant, il est possible de constater que le personnage euh, agit fidèlement à ses valeurs. 2 points. Puis là, on met la citation. Donc, il faut toujours, toujours, toujours qu'il y ait une phrase complète avant notre citation. Attention aussi à la syntaxe lorsqu'une citation est intégrée à euh, votre phrase. Donc, par exemple, le texte de l'auteur de Lorimier, je meurs sans remords, je ne disais que le bien de mon pays. Si ça, c'est dans le texte,
comme une espèce de réplique théâtrale. Vous l'écrirez comme ceci. Delorimier meurt sans remords. Il ne désirait que le bien dans son pays. Donc ça, c'est si on veut vraiment faire une phrase complète avec notre propre propos. Il faut reformuler la citation de la bonne façon. Puis on utilise les crochets, comme vous voyez ici, là, les encadrés, pour les choses qu'on a changées dans la citation. Vous pouvez toujours utiliser des citations directes. Donc, Delorimier dit, deux points, je meurs sans remords. Si vous êtes dans l'incertitude, allez-y avec le plus simple, qui est souvent de juste l'écrire comme ça. Delorimier dit, je meurs sans remords. Oups. La ponctuation, c'est un demi-point par faute avec un maximum de 10 points. Donc, il faut toujours qu'il y ait une virgule avant les conjonctions de coordination. Donc, les mais, dont, mais, car, donc, on met toujours une virgule. Une virgule après les marqueurs de relation placés en début de phrase. Donc, les en effet, de plus, toujours une virgule après. Virgule pour isoler les compléments de phrase déplacés, très important. Deux points avant les citations aussi, très important, sauf dans les cas où vous intégrez votre citation à votre texte, comme je l'ai montré dans la diapositive précédente. Mettre des guillemets autour de ces citations essentielles, sinon c'est une faute. On vous enlève des points pour ça. Pas de ponctuation simple en début de ligne et pas de ponctuation ouvrante en fin de ligne, ni de ponctuation fermante en début de ligne. L'orthographe d'usage, c'est un point par faute. Si vous répétez la même faute plusieurs fois, donc disons que j'écris le mot erreur avec un seul R à travers tout mon texte, ça va juste être une faute. Par contre, il y a des erreurs qui sont considérées comme des demi-mots, comme si vous ne mettez pas votre majuscule, si vous ne mettez pas votre accent, si vous faites mal la coupure de mots, donc si vous séparez votre mot en deux pour le faire rentrer sur deux lignes. Ça va juste être des demi-fautes. Attention à l'orthographe des mots ici, c'est souvent des fautes qu'on fait assez facilement. Donc, entre autres, c'est-à-dire, s'il, on peut écrire si-il, champ lexical, pas de S quand c'est singulier, faire partie, une partie d'un tout, il y a vraiment un E à la fin. L'orthographe grammaticale, autant c'est un point par faute et cette fois c'est à chaque occurrence. Donc à chaque fois que vous faites la faute, il y a un point qui est enlevé. Ça, on va parler des genres des mots. On va parler de l'accord des verbes aussi. Donc, à chaque fois que vous accordez mal un verbe, à chaque fois que vous accordez mal un adjectif, même si vous le faites plusieurs fois de la même façon, c'est compté comme une faute à chaque fois. Ça, c'est des sites et des ouvrages qu'on vous suggère pour votre étude. Donc, je vous laisse regarder ça rapidement. Ça peut être pour votre préparation. Euh, voilà. Les bons conseils en vrac. Donc, branchez-vous, soyez clair, branchez-vous à votre texte, soyez concentré le plus possible. Si vous avez besoin de matériel pour ça, vous pouvez demander à l'avance si, disons, vous avez besoin de mettre des bouchons, est-ce que c'est autorisé? Si vous avez besoin d'un jouet fidget, est-ce que c'est autorisé? C'est toujours bien de le demander si vous pensez que ça peut vous aider. Encore une fois, ne pas chercher trop loin. Il n'y a pas de piège dans la question. Les questions ne sont pas faites pour être des pièges du tout, du tout, du tout. Donc, assurez-vous de bien les comprendre, mais allez pas chercher trop loin. Un bon sujet à amener, une bonne ouverture peuvent vous sauver la mise. Les introductions et les conclusions dans l'épreuve uniforme de français sont très importantes. Donc, il faut vraiment leur accorder autant d'importance que le développement. Donc, faites attention à ça. Il ne faut pas abuser des figures de style. Il faut essayer de varier. Donc, essayez de ne pas faire, de ne pas que relever des métaphores ou des comparaisons, disons. On oublie le dictionnaire de synonymes. On priorise le Robert, le petit Robert, pardon, le multidictionnaire et
un manuel de conjugaison, donc un Becherel. Donc, 4h30, c'était quand même long. On vous conseille vraiment de vous relire. Si vous n'avez pas besoin du 4h30 au complet, relisez bien votre texte. Si vous trouvez que vous ne voyez plus les fautes ou que vous ne voyez plus votre texte, ça arrive quand on relit notre texte trop souvent, on arrête de voir qu'est-ce qu'on a écrit. Relisez-le à l'envers, donc commencez par la fin. Et vraiment, ça va sembler contre-intuitif, mais lisez-le à l'envers. Vous allez voir votre texte d'une nouvelle façon et voir des nouvelles fautes. Faire un plan plutôt qu'un brouillon. Donc, ça va vous sauver du temps. Pas d'encre effaçable, encore une fois, ça va disparaître. Vous ne pourrez pas vous faire corriger correctement. Et pas de correcteur liquide pour éviter les dégâts. Le résultat obtenu apparaît sur le relevé de notes de l'élève. Est-ce qu'il apparaît sur le relevé de notes de l'élève? Plutôt, non. Le bulletin cumulatif émis par le collège, c'est plus un verdict. Donc, on vous dit si c'est un échec ou une réussite, mais vous n'aurez pas de note finale pour ça. Vous recevrez un relevé de résultats indiquant votre performance pour chacun des sous-critères. Pour demander une révision de notes ou obtenir un résultat en pourcentage, il faut vraiment communiquer avec le ministère. Ça va être écrit sur le verso du relevé que vous allez recevoir. À noter que votre note pour l'épreuve uniforme n'entre aucunement en compte dans le calcul de votre quotaire. Donc, l'épreuve uniforme, là, votre résultat n'est pas comptabilisé pour votre quotaire. Dans votre quotaire plutôt. Donc, les résultats. Si vous réussissez, vous avez la mention RE qui apparaîtra sur votre relevé de notes. Si vous échouez, c'est la mention EC qui apparaît. Les échecs demeurent inscrits de manière permanente sur le relevé de notes final. L'épreuve est essentielle à l'obtention de votre deck, je l'ai dit plus tôt. Et les résultats de l'épreuve sont disponibles après quelques mois. Ça prend un certain moment. Le système Omnivox vous indiquera si vous avez réussi ou échoué. Ça peut s'étendre sur plusieurs semaines, donc il faut être patient à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a un nombre maximum de fois où on peut reprendre l'épreuve? Non, vous pouvez reprendre l'épreuve autant de fois que vous l'avez échoué. Donc, il n'y a pas de limite. Il faut juste s'aligner avec les moments où l'épreuve a lieu à chaque année, donc en décembre, en mai et en août. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez le passer plusieurs fois, à quel moment dans l'année vous voulez passer, mais il n'y a pas de limite pour le nombre de fois. Un petit quiz, on va y aller rapidement, donc vous pouvez faire pause si vous voulez plus de temps pour répondre à la question afin de ne pas avoir la réponse. Premier procédé, on va essayer d'identifier des procédés dans cet exercice. Rien qu'à voir les murs qui avaient froid et les yeux distraits des fenêtres, j'éprouvais cet entier apaisement de l'âme. Donc les murs qui ont froid, les yeux distraits des fenêtres, qu'est-ce que c'est? C'est une personnification. En fait, il y en a deux ici, les murs qui ont froid et les yeux distraits des fenêtres. Procédé numéro 2. C'était une glace au cœur, un abattement, un malaise, une irrémédiable tristesse de penser qu'aucun aiguillon de l'imagination ne pouvait raviver ni pousser au grand. Donc, qu'est-ce que c'est ici? Une glace au cœur, un abattement, un malaise, une irrémédiable tristesse. Alors, la réponse, c'est une accumulation, parce qu'ici, on voit vraiment que, il y a plusieurs éléments dans la phrase séparés par des virgules et qu'on cherche vraiment là, à créer un effet de trop plein là, par rapport à la tristesse qui est éprouvée. Le procédé numéro 3. Je ne pouvais lutter contre les pensées ténébreuses qui s'amoncelaient sur moi pendant que j'y réfléchissais. On essaie de voir d'abord qu'est-ce qu'on essaie de dire ici. Donc, on essaie de se protéger contre des pensées difficiles. La réponse, c'est une métaphore. Donc, ici, on essaie vraiment d'illustrer euh, les pensées négatives, en fait.
Le procédé numéro 4. Je conduisis mon cheval vers le bord escarpé d'un noir et lugubre étang qui, miroir immobile, s'étalait devant le bâtiment. Alors ici, la réponse, c'est une métaphore encore une fois. On essaie d'imager un peu plus l'étang et on le compare à un miroir immobile. Donc c'est une métaphore. Procédé numéro 5. Qui donc l'avait porté la première sur son sein dans la tiédeur de l'étoffe, le cœur de la montre battant contre le cœur de la femme? Quelle main l'avait tenu au bout de ses doigts un peu chauds, l'avait tourné? Quels yeux avaient épié sur ce cadran fleuri l'heure attendue, l'heure chérie, l'heure divine? Et la réponse, c'est des phrases interrogatives. Donc ici, on est moins dans les figures de style comme on l'a vu dans les autres procédés. On est vraiment dans les procédés d'écriture. Donc, utiliser des phrases interrogatives est un procédé d'écriture, tout comme les champs lexicaux aussi le sont. Procédé numéro 6. Vraiment, pendant 8 jours, j'adorais ce meuble. J'ouvrais à chaque instant ses portes, ses tiroirs. Je le maniais avec ravissement, goûtant toutes les joies intimes de la possession. Et la réponse, c'est un champ lexical de la sensualité. Donc, on peut relever le mot adorer, ravissement, joie intime, possession, goûter. Donc, ça, c'est des mots qui font partie du champ lexical de la sensualité. Le procédé numéro 7, en parlant de la chevelure. Je l'enroulais autour de mon visage, je la buvais, je noyais mes yeux dans son onde dorée afin de voir le blond à travers. Encore une fois, on essaie de voir qu'est-ce qu'on cherche à exprimer ici. Ça peut beaucoup vous aider dans vos explications, dans vos dissertations. La réponse, métaphore. Donc, on compare la chevelure vraiment à quelque chose qu'on peut boire, quelque chose dans laquelle on peut se noyer, là, à de l'eau en fait. Le procédé numéro 8. Puis, quand j'avais fini de la caresser, je la sentais là toujours, comme si elle eût été un être vivant, caché, prisonnier. Et la réponse, c'est une comparaison. Donc, ici, vraiment, le mot-clé, c'est le comme. Donc, comme si elle eût été un être vivant caché prisonnier. Procédé numéro 9. Nul amant ne goûtera des jouissances plus ardentes. Et la réponse, c'est une hyperbole. Vraiment, on cherche à exagérer ici euh, le propos. Donc, nommez le procédé décrit dans la phrase suivante. Une répétition d'un même mot en début de phrase ou de vers. Comment est-ce qu'on appelle ce procédé? La réponse, c'est une anaphore. Ensuite, établir un parallèle entre deux éléments sans terme de comparaison. On l'a vu à quelques reprises dans les exercices précédents. La réponse, c'est une métaphore. Remplacer un mot par un autre qui entretient un lien logique avec le premier, contenant pour le contenu. Donc, disons, on va dire contenant pour le contenu. La réponse, c'est une métonymie. Si vous voulez vraiment aller chercher des définitions plus claires, vous pouvez vous référer aux outils que vous avez eus dans vos cours de littérature. Je recommande aussi le guide des procédés d'écriture et en fait, il y en a deux là, euh, qui souvent sont donnés dans les cours de littérature. Enchaîner des mots exprimant une même idée. On l'a vu également précédemment. Oh, c'est un pléonasme. Pardon, je pensais que ça allait être une accumulation. C'est un pléonasme plutôt.
Donc, enchaîner des mots exprimant une même idée, vraiment, c'est quand on va utiliser, disons, euh, le plus évident là, qu'on utilise souvent, c'est monter en haut ou descendre en bas. Donc, les unités de sens se répètent dans la même phrase. Suivant, présenter une nette exagération de la réalité. La réponse, c'est une hyperbole. Ça aussi, on l'a vu un peu plus tôt. Remplacer un mot par sa définition. La réponse, une périphrase. Ça arrive souvent dans les textes. C'est peut-être ce qu'on relève le moins facilement et pourtant ben, qu'on relève le moins souvent plutôt. Et pourtant, ça peut être assez facile à relever, à trouver dans un texte. Atténuer une réalité difficile. La réponse, c'est un euphémisme. Unir côte à côte deux mots qui s'opposent par leur sens. La réponse, oxymore. Là où l'oxymore vient, euh, en fait, il y a un autre procédé d'opposition, ben, figure de style plutôt d'opposition, c'est l'antithèse. Là où elle est différente, c'est que l'antithèse, c'est vraiment dans la phrase, dans deux groupes séparés, qu'on va créer un peu une opposition, alors qu'une oxymore, c'est deux mots qui sont collés souvent, ou c'est plus court comme figure de style que l'antithèse qui vraiment, l'antithèse d'habitude va se déployer sur une phrase complète, tandis que l'oxymore va plus se déployer au sein d'un même groupe de mots. Une oxymore aussi, c'est féminin. Donc, les derniers conseils que je pourrais vous donner, si vous utilisez des procédés grammaticaux, nommez la nature des mots choisis. Donc, vraiment important, là, si vous voulez parler, disons, de l'utilisation des adjectifs. euh, disons que l'auteur du texte utilise énormément d'adjectifs. Il faut vraiment, vraiment identifier les adjectifs et dire que ce sont des adjectifs et qu'ils viennent ajouter des précisions aux noms qu'ils accompagnent. Donc, important de nommer les mots, euh, les, les, les natures, la nature des mots. Donc, à la place de dire un mot ici, on dirait un adjectif pour l'exemple que je vous ai donné. Si on veut y aller pour les adverbes, même chose, vraiment dire le type de mot sur lequel vous misez dans votre explication. Évitez aussi d'utiliser ceci, donc ces termes, cette expression, ce mot. Soyez vraiment le plus précis possible. Vous pouvez utiliser ces termes, cette expression, ce mot si vraiment vous venez parler de quelque chose dont vous avez parlé dans la phrase précédente. Là où vous ne pouvez pas l'utiliser, c'est vraiment euh, tout de suite après une citation. Euh, il faut vraiment que vous nommiez les mots de votre citation. Donc, si par exemple, vous relevez une métaphore dans votre citation et que vous écrivez votre citation, fermez les guillemets, il faut vraiment dire, disons, les mots suivants ou vous réécrivez carrément les mots sont une métaphore. Donc, vraiment nommer ces mots-là clairement qui constituent la métaphore, même s'ils se le retrouvent dans votre citation. euh, L'erreur, en fait, qui serait faite là, par rapport à ça, ce serait vraiment de, encore une fois, écrire votre citation, fermer les guillemets et dire cette métaphore tout de suite. euh, la citation contient probablement plus de mots que votre métaphore, donc c'est vraiment important de redire les mots de la métaphore. Donc, la métaphore, ouvrez les guillemets, mettre les mots de votre métaphore, fermez les guillemets, continuez votre phrase. Donc, vraiment, comme être précis sur les figures de style, les mots que vous utilisez lorsque vous faites vos explications, c'est très, très important. Je vous remercie d'avoir été présent pour cette capsule. J'espère qu'elle vous a aidé. C'est sûr que l'épreuve uniforme de français, c'est quelque chose qui peut être stressant. L'important vraiment, c'est de prendre soin de soi la soirée d'avant, bien se reposer,
Essayez de faire des exercices de respiration, de méditation aussi, que ce soit la soirée d'avant ou le jour même, un peu avant que l'épreuve commence. Essayez de bien vous centrer, vous calmer. Ça sert à rien d'y aller de façon affolée ou de laisser le stress vous envahir. Le stress ne sera pas votre ami dans cette situation-là. Donc, c'est important de bien se préparer, surtout à l'avance, et de vous faire confiance le jour de l'épreuve uniforme, là, en restant calme et concentré. Donc, je vous souhaite bonne chance pour ceux qui vont passer l'épreuve uniforme dans quelques semaines, en mai. Pour les autres, pour qui ce sera dans plusieurs mois, j'espère que vous aurez le temps de vous préparer et de bien vous faire confiance d'ici là. Alors, merci à vous et je vous souhaite une très belle journée.